Bonjour à tous, c'est Pedro, on se retrouve pour un nouvel essai et aujourd'hui j'essaie la deuxième Citroën sur la chaîne. Cette fois-ci on s'attaque au C5 Aircross. Sorti en 2018, il a récemment été restylé l'année dernière pour s'équiper d'une face avant beaucoup plus moderne, notamment au niveau des optiques où on a une toute nouvelle signature lumineuse. Ça s'étend depuis les chevrons, on a tous ces petits rectangles chromés qui après finissent dans la signature lumineuse. On a du full LED avec permutation des pleins phares automatiques qui se débrouillent plutôt bien. Autrement, on a ces petites entrées d'air ici pour l'aéro. Et j'aime bien toutes ces petites lignes ici, là, notamment celle-ci qui est très discrète, mais ça donne un poil d'agressivité. En partie basse, on a un petit bandeau en style alu comme ça pour donner un petit côté baroudeur. Et on a ici, alors il y a énormément de mouches, on est dans les vignes. C'est abusé le nombre de mouches. On a donc ces parties un petit peu renfoncées comme ça au niveau du capot. Ça se fait pas mal chez Citroën en ce moment. Il me semble que c'est aussi pour l'aéro, pour le flux aérodynamique. Sur le profil, on remarque ici qu'on a des jantes de 18 pouces. Ce sont les plus grandes car ici on est sur la finition la plus haut de gamme. Alors celle-ci c'est une Shine Pack, mais il me semble que les noms ont changé entre temps. C'est l'équivalent de la Max. Et cette finition donc offre également le toit noir. Donc on a un biton ici en blanc nacré avec le toit noir. On a également ici ces petites barres de toit. Alors je ne sais pas si elles sont utilisables ou non, mais en tout cas visuellement ça donne une petite touche de baroudeur. On a également les rétroviseurs en noir laqué et en partie basse on a ces bumpers que Citroën aime bien mettre. C'est pas exactement les bumpers comme on avait sur la C3, mais on a quelque chose de ce type là avec ces petits rectangles arrondis comme ça. Un grand C chromé autour des vitres. Ça me fait penser à une hypercar française, si vous voyez ce que je veux dire. Au niveau de l'aile arrière, elle est assez bombée. Et ce qui est rigolo, c'est que lorsqu'on est au volant et qu'on regarde dans les rétroviseurs, on voit vraiment cette partie-là un petit peu plus bombée. On a également une nouvelle signature lumineuse et je ne sais pas à quoi ça vous fait penser. Mais personnellement, ça me fait penser au concept car Oli ainsi que l'IC3. Que j'ai découvert récemment. D'ailleurs, si cette dernière vous intéresse, je vous invite à aller lire mon article sur cambouis.com. Je vous donne toutes les petites infos qu'il faut savoir sur cette dernière. Je vous mets le lien en description. Mais ouais, ces barres horizontales me font un petit peu penser effectivement à la nouvelle IC3. Et ici, on a des fausses entrées d'air qui visuellement élargissent le véhicule et donnent un petit air un peu plus agressif. Et en partie basse, on a ce bouclier en plastique brut avec des fausses sorties d'échappement et je trouve que ça finit bien l'ensemble. Et vous le savez, je ne suis pas très fan généralement des plastiques bruts, mais là pour le coup, vu que c'est très arrondi, c'est assez fluide dans la globalité, et ben ça me dérange moins. En termes de dimension, on a un véhicule de 4,50 m de long, 1,84 m de large ainsi que 1,68 m de haut. Donc on a quand même un véhicule assez haut et assez volumineux, ce qui donne pas mal de logements à l'intérieur, notamment au niveau du coffre. J'ai l'occasion d'essayer le volume de coffre conditions réelles. On a 720 litres de base et ça monte jusqu'à 1610 litres lorsqu'on a rabattu les sièges. On a quasiment un fond plat. Et regardez-moi tout ce qu'on peut rentrer dans ce coffre. Alors là, on a encore un sous-plancher, donc on peut descendre le plancher. Chose que je n'ai pas faite pour garder justement un petit fond plat. Vous pouvez voir qu'on rentre quand même pas mal d'affaires. C'est plutôt pas mal en termes de rangement. Pour une voiture familiale, etc., ça fait vraiment l'affaire. Au niveau des motorisations, le C5 Aircross s'équipe de plusieurs motorisations. On a de l'essence, du diesel, du mild hybride ainsi que de l'hybride rechargeable pour des puissances vacillant entre 130 et 225 chevaux. Ici, on a une nouvelle motorisation qui vient d'apparaître sur le C5 Aircross. Il équipait déjà le 3008. Ici, on est équipé d'un mild hybride de 136 chevaux et 260 Nm. C'est un petit 3 cylindres turbo. Et en fait, cette hybridation s'apparente plus à une hybridation style Toyota qu'à une micro-hybridation classique. Donc, c'est des véhicules avec une toute petite batterie qui se recharge en roulant, donc au freinage, ainsi que lorsqu'on relâche l'accélérateur. D'autant plus qu'ici, lorsqu'on relâche l'accélérateur, on a vraiment un frein régénératif qui permet justement de recharger le véhicule. Donc on peut réellement faire quelques kilomètres en full électrique. Je vous en parle un petit peu plus tard sur la route. En attendant que la pluie cesse, j'en profite pour vous présenter cet intérieur. Et honnêtement, ce qui impressionne tout de suite lorsqu'on monte à bord d'une Citroën, c'est le confort des sièges. Ici, on a des sièges donc très moelleux. On a l'impression vraiment de rentrer dans un petit canapé, avec toujours ces petits motifs très Citroën. Et ici, on est équipé des sièges Advanced Comfort qui sont en option, certes, mais que je vous conseille parce qu'on a vraiment un gain en termes de confort. Autrement, sur cette planche de bord, on retrouve vraiment ce design très Citroën avec
Vous savez, ces rectangles arrondis un petit peu, parce qu'on retrouve sur les bumpers, etc. On l'a aussi ici. Et ça passe plutôt bien. Ici, on a une casquette en simili-cuir. Sur toute la partie haute, on a du plastique dur. Et par contre, ici, on a du plastique moussé qu'on retrouve également ici avec cette petite sorte de poignée, cette petite lanière avec une surpiqûre bleue. Au centre, on a cet écran de 10 pouces avec, il me semble, l'ancien système d'infodivertissement parce qu'on a encore les bords qui restent fixes pour la climatisation. Donc Apple CarPlay, Android Auto en filaire uniquement. C'est assez réactif, comme vous pouvez le voir. Ici, on peut régler donc toutes les aides à la conduite, etc. Ça marche bien, le tactile fonctionne également. Donc c'est plutôt top et c'est assez fluide. On a un second écran de 12,3 pouces qui sert de compteur. Il est personnalisable, c'est-à-dire qu'ici on peut avoir par exemple le minimal, donc il y aura le moins d'informations possible. Ce sera très minimaliste comme son nom l'indique. Également avoir la navigation, c'est assez complet. Et on a toutes les informations liées donc à la conduite. Ici, on peut activer ou désactiver les aides à la conduite, car ici, on est équipé de la conduite semi-autonome de niveau 2, et honnêtement, elle m'a assez impressionné, même par forte pluie, elle maintient le cap. C'est très doux, il n'y a pas d'à-coups, et elle gère plutôt bien la distance, etc. Juste en dessous de l'écran, ici, on a donc le réglage de volume, on a quelques raccourcis liés à la climatisation, le start and stop et les warnings. On a le chargeur induction, 2 prises USB type A, une prise 12 volts, le démarrage qui s'effectue juste ici, le sélecteur de vitesse, les modes de conduite, donc on a 3 modes, normal, éco et sport, le frein à main électronique, et ici on a quelque chose de très sympathique, on a un porte-téléphone. Donc vous pouvez voir qu'il est calé juste ici, et en fait même à cette hauteur là, donc vraiment lorsqu'on conduit à hauteur d'œil, eh ben, on peut quand même avoir un visu sur le téléphone. Si maintenant on a par exemple un GPS ou quelque chose comme ça, je trouve ça vraiment pratique et ergonomique. Pas mal de rangement, hein. Vous pouvez déjà voir cette partie là, même si on enlève le téléphone, on a toute cette partie là. On a 2 porte-gobelets et on a encore un grand accoudoir central. Ici on peut déclipser ça, on peut le mettre par ici, et vous pouvez voir que c'est très profond. Je peux mettre honnêtement tout l'avant-bras dedans, donc vous pouvez voir que en termes de rangement, on est plutôt pas mal. C'est une voiture qui se veut relativement familiale, du moins c'est ce que je trouve. On a pas mal de rangement, on a une bonne habitabilité. Ici on a encore un grand vide-poche, on peut rentrer une bouteille d'1,5 litre ici, il n'y a pas de problème. Me voilà à l'arrière et on retrouve donc ces sièges très très moelleux. Donc je suis très bien installé, on a une belle ouverture sur le côté, donc on ne se sent pas engoncé. D'autant plus qu'on a un grand toit panoramique ouvrant sur la partie avant. Donc ça apporte pas mal de luminosité. Et regardez au niveau de l'espace aux jambes, on a le siège qui est assez creusé. Donc au final, on est plutôt bien. On peut passer les pieds sous le siège. Et on a l'accoudoir qui tombe parfaitement bien, même s'il est un poil petit peut-être. Un poil petit, pourtant je suis pas très large. Pas d'accoudoir central par contre. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a vraiment les sièges qui sont rabattables individuellement. Et ça, franchement, c'est top. Voilà, on a accès au coffre directement. On peut également régler l'adossoir. Vous pouvez voir qu'on a plusieurs niveaux. Et ici, au centre, on retrouve 2 aérations ainsi qu'une prise type A. Je vais à présent prendre la route et je vais vous donner mes impressions au volant. Revenons à cette hybridation. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut rouler en tout électrique sur plusieurs kilomètres. Par contre, ça se fera principalement en ville. Parce que là, en dehors de la ville, le moteur se déclenche rapidement. Effectivement, en ville, on va pouvoir rouler en électrique la plupart du temps, jusqu'à ce qu'on ait la batterie vide. Mais c'est là aussi où on la recharge le plus facilement avec les décélérations, etc. Par contre, il faut vraiment adopter une éco-conduite, ne pas avoir le pied lourd. Il faut vraiment accélérer tout doucement au départ, etc. En réaccélération pour uniquement rester en mode électrique. Et je trouve ça un poil dommage dans le sens où on ne peut pas forcément toujours accélérer doucement ou autre, surtout à Paris, etc. où ça roule et il faut y aller. Encore chez nous, par chez nous ça va, mais à Paris c'est un petit peu plus compliqué. Là vous voyez qu'on est à 50, je suis en tout électrique, donc ça c'est bien. Et vous voyez là j'accélère pas trop et on reste en électrique. On arrive sur un rond-point, je vais voir comment ça va se comporter. Là je relâche, donc on a effectivement un frein régénératif. Là, je suis arrivé à 30 km/h sans appuyer sur le frein. Honnêtement, si on s'y prend bien, on peut quasiment rouler en one pédale. Alors, c'est pas un gros freinage non plus, mais si on laisse vraiment les distances, etc., il y a possibilité de quasiment rouler en one pédale. Et là, vous voyez, le moteur s'est rallumé. Si maintenant j'accélère jusqu'à me caler, voilà, là on repasse en électrique. Donc effectivement, une fois qu'on a la vitesse fixe, on peut rester en tout électrique. Et après on a le plaisir de conduite aussi en électrique en ville, c'est quand même plus agréable. La recharge se fait rapidement, j'ai jamais été à court de batterie honnêtement, donc ça c'est plutôt bien géré. Lorsqu'on relâche l'accélérateur, le frein régénératif active les feux stop. Ça je me posais justement effectivement la question si ça allait être présent sur ce type d'hybridation, et c'est le cas. Donc ça c'est bien parce que des fois c'est un poil dangereux quand ça s'allume pas derrière. La reprise est correcte pour 136 chevaux.
C'est pas non plus un foudre de guerre, mais pour la ville et pour le quotidien, ça suffit. Honnêtement, on n'a pas besoin de beaucoup plus. Surtout que le véhicule n'est pas très lourd. La boîte automatique à 6 rapports est bonne également. Elle donne un petit peu d'à-coup à froid. Mais lorsque le véhicule est chaud, ça se passe comme sur des roulettes. La transition entre l'électrique et le thermique se fait quasiment pas ressentir. On a peut-être un tout petit à-coup, mais c'est vraiment léger et c'est pas dérangeant du tout. Et en termes de consommation, elle est annoncée à 5,7 litres au 100. Moi, actuellement, je suis à 6,4 litres sur 922 km. En revanche, j'ai fait beaucoup d'autoroutes durant mon essai pour mes déplacements parce que, comme dit, de Paris en Alsace, c'est quasiment que l'autoroute. Donc ça augmente la conso. J'ai pas fait énormément de villes, mais ça reste relativement correct et je pense qu'on peut descendre à 5,9 si on fait un peu plus de villes. Donc on se rapproche de la moyenne annoncée. On va parler confort. Je vous l'ai dit, les sièges sont très confortables. La suspension est un poil plus ferme, mais c'est pas dérangeant pour autant. Sur des longs trajets, ça reste très confortable. J'ai fait 6 heures de route pour revenir de Paris et arrivé chez moi, j'étais bien, j'avais aucun mal de dos ni rien. Donc vraiment en termes de confort, on est vraiment bien équipé. Ce C5 Aircross, il aime pas trop être bousculé. Après, on lui en veut pas étant donné que il est pas fait pour être dynamique. Il est fait vraiment pour être confortable et accueillant pour une famille parce que honnêtement, je pense que c'est vraiment le point fort principal. Et pour moi, c'est un petit peu le nouveau Picasso en soi. Vous savez, le C4 Picasso, Xara Picasso, pour moi, c'est un petit peu la continuité. On a vraiment quelque chose d'assez modulable avec ses sièges rabattables individuellement. On a pas mal de rangements, on a une bonne habitabilité, un bon coffre. Et pour moi, c'est vraiment une voiture qui se veut familiale et qui permet de voyager dans un confort digne d'une Citroën. Au niveau des tarifs, le C5 Aircross débute à partir de 31 970 € pour l'entrée de gamme. Et ici, sur cette version-là, on est aux alentours de 42 000 € à peu près, avec quelques options. On a le toit panoramique à 1 350 €. On a la peinture blanc nacré, il me semble, à 850 €. On a la conduite semi-autonome, etc. Donc, on est bien équipé tout de même. Je pense que c'est une bonne option pour les personnes qui ne veulent pas ou ne peuvent pas passer au tout électrique ou au plug-in hybride, dans le sens où ils ne peuvent pas forcément recharger le véhicule chez eux. C'est une bonne alternative. Et je trouve ça très agréable, dans le sens où on n'a rien à gérer, ça se fait automatiquement. Et ça nous permet quand même de, surtout si on roule en ville, de réduire nos consommations de carburant. C'est là-dessus que cet essai s'achève. J'espère que ce dernier vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est super important et ça m'aiderait grandement afin de la développer pour vous présenter de plus en plus de véhicules. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram. Je poste pas mal de stories, donc des backstage, comme ça vous savez ce qui arrive sur la chaîne en avant-première, ainsi que toutes les photos que je réalise des essais. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!